Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Comme toujours, une émission consacrée au patrimoine vivant, au savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, en ces périodes de préparation de fête, nous allons parler paille, plume et plein air. On s'intéresse aux poules, aux pintades. Notre invitée, Mélanie Brochard, a posé ses bottes, même ses petites bottes, les bottes de ses enfants et ses rêves au printemps 2023 à la Chapelle Hermier pour créer sa ferme, la ferme des petites plumes. Elle y élève poulets, pintades bio, tous élevés en plein air. Bref, une ferme où bonheur, bonne humeur sont de rigueur. C'est la danse des canards, la ronde des poulets, la farandole des pintades. Bref, le rock'n'roll des gallinas. C'est le rock'n'roll des gallinacés. Ah, il y a de l'ambiance, les cocos. D'ailleurs, savez-vous qui de l'œuf ou de la poule est arrivé le premier? Être eux ou ne pas être eux? Et telle est Omelette, acte 2, telle est la question. Et oui, nul ne sait qui de la cocotte minute ou du coq en pâte arriva le premier et a poussé son cocasse cocorico dans la basse-cour de la petite ferme ou de la ferme des petites plumes. Quel coqsigru que cette question-là. Mais revenons à nos moutons, enfin nos ovins, enfin plutôt à nos coqs au vin. Avant cette aventure, Mélanie a travaillé 15 ans dans la protection des oiseaux, la nature, la Ligue de protection, à la Fédération de pêche de Vendée, dans l'éducation à l'environnement. Je vais y arriver. Si elle aimait observer les piafs faire le pied de grue, aigle doux, serein, une mésange passe, ou au contraire, quand l'outarde monte au nez et que toute griffe dehors, ça vole à corbeau ouvert, ça joue du martinet, ça canarde entre piafs, eh bien là, de constater que ce métier devenait trop administratif et ne faisait pas battre des ailes, eh bien elle s'est mise à rêver de concret. L'envie de sentir la terre sous ses bottes et de voir les plumes virevolter devant sa fenêtre lui est venue. Alors elle s'est lancée, elle a osé et elle s'est installée, ils se sont installés. Aujourd'hui, elle est autonome, ambitieuse et même en réflexion pour un projet d'agritourisme pour faire découvrir sa ferme et ses plumes au grand public. Combien de poulets, de pintades élève-t-on dans cette ferme? Qu'est-ce qui distingue un élevage bio en plein air d'un élevage classique? Quel est le lien entre son travail et puis son engagement pour la nature? Voilà autant de questions que nous allons lui poser. Bonjour Mélanie. Bonjour. Soyez la bienvenue Mélanie Brochard, on est très heureux. Merci. Vous êtes venue avec les petites bottes et puis plein d'objets, c'est mignon, les petites cocottes. Autant d'objets qui symbolisent, j'imagine, la ferme? Oui, tout à fait, parce que c'est un travail familial. Ouais. C'est vraiment au cœur de notre vie aujourd'hui, de mon conjoint et de mes enfants. Et du coup, on est vraiment dans l'intérieur de cet élevage et on vit vraiment dans cette ferme avec tous les projets qu'on a. J'imagine, ça foisonne. Il y a de la vie dans la ferme. C'est ça. Avant de commencer et de poursuivre plutôt notre discussion, permettez-moi de vous présenter nos deux petits poussins, ou alors deux coqs en pâte. Non. Douja ou Pipite? Douja Pupite. Douja ou Pipite? Ah. J'ai Douja ou Pépite. Douja ou Pipite? Ben voilà. J'ai pas eu de pipiche. C'est bien maintenant que vous vous présentez tout seul. J'ai même pas cherché les qualificatifs. Non, parce que les petits poussins... Ah ouais, vous y croyez à peine, les coqs en pâte non plus? Non, mais déjà au Pipite. Eh ben, ça déjà marche. au Pipite, c'est des coqs nains. C'est ce qui est le plus... C'est Vigoureux. vigoureux, c'est vif. Déjà au Pipite. Bon, eh ben ça marche. Bon, à part ça, oui, ça va bien si vous êtes des pépites. Ah, Douja ou Pépite, Tout va on va bien, toujours bail, vous on va pétillez. partout. Il saute les temps pour tout. Bon, alors, vous nous faites un coq au vin Ah ben, j'aurais pu faire du poulet, mais pour les fêtes, j'ai voulu travailler du poisson. Ah, d'accord. Voilà, du bar. Mais sans oublier que je travaille régulièrement du poulet bio, le seul qui est bon. C'est le seul. Bravo, il faut manger que du poulet bio élevé le plus naturellement possible. C'est vrai que vous nous avez déjà fait des recettes de poulet bio. Ah, c'est le seul qu'il faut manger. Le reste, il faut oublier. Pour les réveillons, il ne faut pas hésiter à mettre un bon poulet bio. C'est vrai. Ça Ben sera voilà. aussi bon que de la dinde et de tout le reste. C'est meilleur. Bien meilleur, bien meilleur. Et ça reste à un prix raisonnable. Bon, mais je crois qu'on peut boucler cette émission. Tout est dit, tout est fait. Merci Jean-Pierre. Non, mais vous avez tellement raison. Jean-Pierre Bertrand, au menu. Mais au menu, on aura un film qui va vous rappeler des souvenirs, Oui. parce que c'était l'époque où vous lanciez votre entreprise. Et puis sinon, une archive qui va nous rappeler quand même qu'au début du XXe siècle, le poulet était déjà extrêmement présent dans ce nord-ouest de la Vendée. Très bien. Eh ben, on verra ça dans un instant.
Mélanie, vous avez la parole. Présentez-nous la ferme des petites plumes. Alors du coup, moi je me suis installée en 2023. Donc du côté de la Chapelle-Hermier. Du côté de la Chapelle-Hermier. Et du coup, moi j'ai une fibre très animale, donc je voulais absolument élever des animaux. On n'avait pas suffisamment de terrain pour partir sur des gros animaux, donc du coup j'ai décidé de partir plutôt sur des poulets. Ouais. Et comme c'est pas ma formation en plus initiale, j'ai pas une formation spécifique agricole, c'est vrai que le poulet c'est un élevage qui est un peu moins technique que d'autres, donc c'était plus accessible aussi sans formation agricole. Donc je me suis installée en tant que jeune agriculteur auprès de la Chambre d'agriculture. J'ai fait tout le parcours jeune agriculteur. Traditionnel. Voilà, c'est ça. Et puis du coup, avec mon compagnon, il m'a beaucoup aidé pour fabriquer. On a fait beaucoup d'autoconstruction. On a 4 poulaillers. Alors comment on fabrique? Ils ont l'air de... En fait, on a acheté les structures qui sont des tunnels. Et après, on a fait les façades et puis l'isolation, la bâche et les isolations. La structure en ferraille, on l'a acheté, c'était déjà des poulaillers en fait. D'accord, ok. Et après, toutes les clôtures, tout à la main, quoi. Et en fait, ils passent du tunnel au plein air. Oui, voilà. Il y a des ouvertures qu'on a récupérées aussi, c'est de la récup. C'est beau avec toutes ces ouvertures. Et du coup, ils sortent comme ils veulent. D'accord. Dehors, dans des parcours qui sont bien arborés. On a même refait des plantations cet hiver avec Vendéo. D'accord. On a fait une centaine de plantations d'arbres et fruitiers notamment, parce qu'ils aiment bien les fruits. Donc c'est vrai que quand il y a des fruits qui tombent, c'est encore mieux pour eux. Ouais. Et du coup... Vous mettez la lumière dans ces tunnels ou quand ils sont petits, un petit peu, oui. Ouais, c'est pour les habituer, surtout s'ils arrivent le soir. Okay. Le temps qu'ils prennent leur marque dans le poulailler, mais sinon, je ne mets pas de lumière artificielle parce que... On respecte le cycle des jours et des nuits. Que les ouvertures suffisent aussi à leur amener la lumière du jour. Et alors, vous les avez tout petits? Vous les faites naître ou un jour? Non, d'accord. Je ne les fais pas naître, c'est complexe comme... J'imagine, c'est une autre technique. On y a réfléchi, mais c'est vraiment un autre métier, tout à fait. Donc je les reçois un jour, et après je les élève jusqu'à 100 jours à peu près. D'accord. Et après, c'est de la vente à la ferme? Oui, c'est que de la vente directe, mais par contre, je travaille pas sur les marchés, je travaille avec des maraîchers bio en partenariat. Donc du coup, je dépose les commandes des gens. Les gens font des commandes sur le site internet ou par téléphone ou par mail. Et du coup, j'emmène les commandes sur les sites de dépôt avec lesquels j'ai des partenariats. Donc beaucoup de maraîchers bio. J'ai la ferme du Petit Pierrot à Chaland, les jardins de la Chaume au Sable d'Olonne. Il y a plusieurs... il y a les jardins de l'Aumônerie à Esnay. C'est souvent des maraîchers, en fait. Comme ça complète leur gamme. Et puis, du coup, ça permet aux gens de trouver et des légumes bio et de la volaille également. D'accord. Et vous faites uniquement du poulet ou vous faites aussi... Je fais poulet et pintade de début avril à début décembre, toutes les semaines. Ouais. Et donc, je fais une vente à la ferme toutes les semaines de 16h à 19h le vendredi soir. Ah oui. Et après, je fais à Noël chapon, pintade et poularde. D'accord. Voilà, spécifiquement pour les fêtes. Ça représente un cheptel de combien? Alors, à l'année, je suis autour de 3500 volailles. Et dans chaque poulailler, j'ai des lots de 500. D'accord. Donc, ce qui est vraiment... Oui, vous vous ennuyez pas? Non. En artisanal à la main, on s'ennuie pas, mais à l'échelle de l'agriculture classique, conventionnelle, ça paraît... conventionnelle, oui, c'est dérisoire, ouais, tout à fait. Mais j'ai envie de dire que la finalité n'est pas la même quand même. Non. La qualité non plus. Non. C'est sûr que... C'est quoi? Qu'est-ce qui différencie? En fait, c'est en conventionnel et puis en conventionnel classique, c'est 30 jours, une trentaine de jours, 32 je crois. D'accord. Donc c'est des animaux qui génétiquement sont faits pour grandir en 30 jours. Alors, je ne sais pas si on s'imagine, moi déjà sur 100 jours, je trouve qu'ils grandissent vite. Alors sur 30 jours, c'est presque à vue d'œil en fait. Ouais. Donc forcément, derrière, et ils sont dans des bâtiments. Donc sur des surfaces... qui sont très réduites. Ouais. On parle d'une feuille à 4, c'est vrai, c'est ça, pour un poulet. Pour un poulet. Ouais. Donc du coup, c'est vrai que c'est souvent ce que j'explique aux gens. Il y a plusieurs échelles dans l'agriculture, sans dénigrer. Il faut aussi de tout, mais c'est vrai que c'est pas... Moi, je fais de l'artisanal, en fait. On ne compare pas. Dans d'autres métiers, c'est pareil. Il y a l'industriel et il y a l'artisanal. Et en agriculture, c'est pareil. On a le format industriel et le format artisanal.
moi, je ne pourrais pas développer plus. Quand on manipule tout à la main, que ce soit les aliments, c'est des tonnes d'aliments qu'on manipule pour ce nombre de poulets. Donc si j'en avais 10 000 par bâtiment, forcément, on est sur quelque chose qu'on est obligé d'automatiser et d'industrialiser, sinon ça ne fonctionne pas. Je pense à... Je ne sais pas si vous avez vu le spectacle « Pourquoi les poules préfèrent être élevées en batterie ». Non. Il passe dans toute la Vendée souvent. C'est la compagnie La Martingale et qui parle des espaces pour les volailles. Donc tout est dit dans le titre. Hein. Et ça me faisait penser à ce que vous disiez. C'est la compagnie La Martingale. Jérôme Rouget, le professeur Rouget, qui est une école internationale d'agriculture itinérante. Donc il circule. Voilà, si vous avez l'occasion, je crois qu'il est du côté de Chaland très bientôt. D'accord. Ça, c'était ma petite parenthèse. Comment vous êtes passé de l'environnement à l'élevage ? Finalement, il y a une proximité à la nature, hein, une attention portée à la contemplation, à ce qu'on mange. Oui, c'est un peu un rêve d'enfant, en fait. J'ai toujours aimé être dans la nature, avec les animaux. Donc au début, dans mes études et dans mon métier, ça a été en étudiant les animaux, que ce soit par les oiseaux ou les poissons après. Mais c'est vrai que quand on est dans une entreprise, souvent on prend un peu de responsabilité. Et aujourd'hui, le métier de l'environnement, c'est aussi beaucoup de temps à monter des dossiers, de subventions, des dossiers techniques. Et c'est vrai que je me suis sentie un peu perdre ce lien, en fait, parce que forcément, il fallait justifier de beaucoup de choses. Et l'opportunité de vie aussi a fait qu'on a pu acheter une ferme et que mon compagnon partageait ce rêve aussi. Donc, du coup, on s'est dit, là, il faut passer, même s'il y a des liens très forts aujourd'hui entre ça m'a beaucoup apporté forcément mes métiers d'avant pour ce que je fais aujourd'hui. Donc, et vous êtes issue de l'agriculture ? Vous êtes fille, petite fille ? Alors, petite fille, mais on vient tous de là. Mes 4 grands-parents étaient agriculteurs. Mes parents, non, ils étaient ouvriers, mais du coup, oui, mes grands-parents, forcément, m'ont transmis aussi cette... Est-ce que vous appelez vos poules ? Les petites plumes, je les appelle. Non, mais est-ce que vous les appelez quand vous sortez de chez vous, vous les appelez ? Ah oui, je leur parle. De toute façon, ils me connaissent. En général, les gens... J'ai un souvenir de ma grand-mère. Quand elle appelait ses poules, elle appelait les canards. Pot, 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 pot. Oui, comme ça. Puis les poules, c'est pit, 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 pit. C'est ce que vous faites ? Pas tout à fait, mais oui, je les appelle après. Comment vous appelez vos poules ? Ça dépend. Je les appelle Nous, on les appelle comme ça. Comme ça, ouais. Je sais. Et elle réagit. C'est plus qu'elle me voit. Mais comme je suis Ouais. celle qui apporte la nourriture, normalement, en général, elles sont bien habituées à moi. Et puis, je fais toutes les étapes de leur arrivée petit à leur départ. Donc, vous êtes une mère poule. C'est ça. Est-ce qu'il y en a dans le lot qui sont plus intelligentes les unes que les autres ? Après, c'est vrai que c'est l'attachement à un groupe, comme ils sont nombreux. Alors des fois, il y en a quelques-uns qu'on arrive à distinguer parce qu'ils ont une marque physique particulière. Mais c'est forcément un petit peu plus dur que sur des animaux plus gros. Ils sont nombreux, donc... Mais c'est très intelligent, ça, c'est sûr, ils comprennent beaucoup de choses. Quand on a observé et recensé les piafs, là, vous faites l'appel tous les matins, vous savez à vue d'œil s'il en manque pas. Oui, j'arrive à avoir pas mal de... Vous avez l'œil. L'œil, c'est sûr. On va marquer une petite pause. On va pas parler de poule au pot ni de coq au vin, mais de bar aux algues, je crois, avec Jean-Pierre Pouvreau. L'intérêt de cette recette, c'est qu'elle est simple, facile à réaliser, qu'on ait le temps, qu'on n'ait pas le temps, vous la ferez facilement. Le tout, c'est de trouver un beau poisson, un beau bar. Ah bon, il y en a, c'est pas donné. C'est un poisson quand même qui a une certaine cote par rapport à son goût, et on n'en pêche pas beaucoup. Et alors, on peut le remplacer par du maigre. Alors, le maigre, c'est pas l'équivalent du bar, mais c'est très très bon. Et le maigre remplacera pratiquement à moitié prix votre plat de poisson. Ça sera du maigre au lieu du bar. Le marailleur, il me dit, je vais te vendre des gros maigres. Voilà, c'est un... Alors donc, l'un ou l'autre, il faut pas enlever les écailles du bar. Il faut passer sous l'eau. On les laisse. On laisse les écailles. On récupère des algues. Hein.
on va à la mer, on récupère des algues. Si vous avez un type d'algue, vous récoltez du varail, du norix, d'un dulce. Mais on peut mélanger plusieurs algues différentes. Toutes les algues sont comestibles. Donc vous n'aurez pas de problème de mettre des algues qui pourraient empoisonner votre poisson. D'accord. Elles sont toutes comestibles. Elles sont toutes comestibles. Toutes les algues sont comestibles. Et alors, vous les mettez dans le fond d'une cocotte, petite cocotte à l'ancienne, ou une grande cocotte. Je savais qu'il y avait un lien avec les plumes. C'est pour ça qu'il y a un lien quand même. À ma recette, il y a un lien avec La cocotte est là. le vrai poulet. Autrement, les autres, il ne faut même pas en parler. Ceux qui ne sont pas bio, on oublie. Donc on prend la cocotte. On prend la cocotte. Et alors, bon, on met à peu près on va dire 15 cm d'algues et on les recouvre d'eau de mer. Voilà, ou alors on prend de l'eau qu'on sale légèrement. Le bar, la première opération à faire, évidemment, c'est de couper les arêtes qui dépassent, comment on appelle ça. Il faut bien les couper parce que quand ça pique, c'est très douloureux, c'est très urticant, ça fait très très mal. On peut avoir des panaries. Ouais. Alors donc, il faut bien les nettoyer, les habiller, on appelle ça habiller les bars. Le poissonnier peut le faire. Hein. Ah, voilà, alors donc on coupe bien un petit peu. Et puis alors après, on le vide. Voilà, pareil, une fois vidé. On l'allonge sur les algues et on recouvre d'algues. On met le couvercle. Oui, ouais. Okay. On met le couvercle de la cocotte dessus. Et là, c'est fini. On fait bouillir ça pendant un quart d'heure pour que ça pénètre un petit peu à l'intérieur. Un quart d'heure de cuisson selon la taille du bar. Si c'est un bar de 5 kilos, évidemment, il faut multiplier le temps de cuisson. Et puis vous laissez la cuisson se terminer à l'étouffer à l'intérieur pour qu'il soit cuit à l'arête. On appelle ça rose à l'arête, quoi. Ça, c'est valable pour un bar de 1 à 2 kilos. Voilà. Et puis après, en parallèle, vous faites un petit beurre blanc avec 3/4 de vin blanc de Brème, 1/4 de vinaigre de vin. Moi, j'aime bien le vinaigre de vin. Vous laissez réduire ça à sec. Bon, pour ceux qui ne sont pas professionnels du beurre blanc, on met un petit peu de crème pour que ça monte tout seul. Ah, voilà. Et alors, ce qu'il faut faire, il faut enlever un peu de réduction d'échalotes si on ne veut pas être sûr du goût du beurre blanc. Ça veut dire si vous mettez 2 ou 3 échalotes à réduire, pour pas que la sauce soit trop forte, vous en enlevez un peu. Vous montez le beurre, moitié beurre doux, moitié beurre salé. Autrement, ce sera trop salé. Et après, vous goûtez. Et après, vous rajoutez éventuellement de la réduction, vous aurez mis de côté. Et la réduction, vous pouvez la mettre de côté pour le prochain poisson. Ça se garde au moins 1 mois au frigo sans problème. Plutôt que de tout mettre et de louper votre beurre blanc, nous, on fait comme ça en cuisine. On a toujours des réductions faites pour un quart. Hein, enfin, une 50aine de personnes. Puis après, on ajuste le goût de la recette. D'accord. Autrement, vous faites une sauce à l'oseille. Alors pareil, vous faites mousser votre beurre. Voilà, vous jetez votre oseille dans le beurre moussant, vous la crémez et vous montez au beurre. Voilà. 2 sauces faciles à faire. C'est enfantin à faire. Hein. C'est de la rigolade. Et en accompagnement, après ça peut être des pommes vapeur, ça peut être des navets. Du riz. Ça peut être du riz, ça peut être de la citrouille. Il y en a plein de citrouilles en ce moment. Ça peut être ce qu'on veut. Les légumes de votre choix, tout est permis. Tout est permis. Très bien. C'était le bar aux algues de triomphe. Alors. Aux algues de triomphe. Et il y a un parfum naturel et les écailles parfument complètement le poisson. C'est magique. Quand le produit est bon, c'est comme le poulet, il n'y a pratiquement rien à faire. C'est le produit qui est bon. C'est ça. Autrement, quand le produit n'est pas bon, c'est baiser d'avance. Eh ben, c'est sur cette note qu'on va rester. C'est dit. Alors vous voyez ce qu'il vous reste à faire. Vous n'êtes pas à l'abri du triomphe. Merci beaucoup. Je reviens vers vous, Mélanie. Vous nous disiez 2023, vous choisissez donc cette production. Vous parlez aussi au début de l'émission de foncier. C'est le parcours du combattant de s'installer aujourd'hui. C'est trouver du foncier, des terres, c'est pas simple. Ouais, c'est très compliqué. En fait, il y a beaucoup de transmission, donc c'est vrai quand on est issu du monde agricole directement par les parents, c'est plus facile. Et puis c'est vrai qu'il y a une grosse pression sur le foncier aujourd'hui. Donc quand on veut créer comme nous, on a créé en fait de toutes mains une ferme.
c'est très compliqué, C'est parce compliqué. qu'on n'est pas issu du village, Oui. et puis les personnes en place elles Alors, vous en veulent plus aussi, donc oui. chacun défend aussi Ouais. sa structure, et ça peut s'entendre, mais c'est vrai que c'est pas simple. Ouais, C'est j'imagine. vraiment compliqué. Et là, vous avez des perspectives d'agrandissement, d'augmenter le nombre de tunnels ou, Non, pas là, pour le vous moment. êtes, Ouais, vous êtes c'est au ça. taquet On au ne peut niveau. pas Ouais. agrandir plus. Par contre, on aimerait, on espère pouvoir acquérir des terres avec le temps, mais Ce qui vous permettrait de nourrir, alors fabriquer ça, l'aliment, non il faudrait beaucoup plus Beaucoup de plus, terre, et ouais. puis c'est vrai que les céréales, c'est encore un autre métier. Ouais, Et il faut oui. l'équipement, et c'est vrai que sur des échelles d'élevage comme le mien, c'est des gros investissements Ouais. aussi, et il faut les terres qui soient aussi productives, et c'est pas forcément Parce que là, vous toujours le complétez cas. par des céréales. Oui, c'est Ouais, ça. J'achète chez Mercier, donc Ouais, c'est le d'accord, producteur à Beaulieu-sous-la-Roche, Oui, d'aliments bio. ouais. Donc on est dans le secteur. Complètement. Ouais. Et pour ça, on a de la chance. Ouais. On a des super partenaires C'est vrai. pour travailler. Avec un projet quand même d'agri-tourisme. Oui. Alors, On a eu la chance d'avoir le soutien de la commune de la Chapelle-Hermier, du maire de la Chapelle-Hermier, pour du coup mettre en place des chalets. D'accord. Donc on est classé hébergement insolite, en fait. Ok. Donc c'est des petits chalets avec. Donc ils sont des parmi les. Alors non, juste ils à côté. On les sont voit à côté, On les voit tout à quand même. fait. On Oui, se on les lève, voit, parce qu'en plus la parcelle surplombe un petit peu la D'accord. ferme, parce qu'il y a un petit ruisseau. ballon, Donc ouais. du coup, c'est vrai que les gens qui sont dans les chalets, ils vont voir la ferme. Ils auront une vue sur une prairie et sur la D'accord. ferme. Donc Et c'est en cours d'installation. D'accord. Et ça, ça permet de transmettre aussi. Ça permet de. Oui, après, moi, c'est vrai sensibiliser. que j'ai eu aussi une formation d'éducation à l'environnement, Ouais, donc ça ne donc- me lâche pas non plus. Ouais. C'est vrai qu'on aime, même avec mon Échanger. conjoint, on aime beaucoup rencontrer des gens. Ouais. Et puis, c'est vrai qu'on est un peu en vase clos dans notre ferme, tous les jours, 7 jours sur 7, avec les enfants. Donc, le fait d'avoir aussi d'autres personnes qui viennent, c'est enrichissant pour nous aussi. De rencontrer d'échanger avec d'autres personnes. Donc on a juste commencé cet été avec un chalet, et D'accord. ça s'est très bien passé. Et ça, c'est Des très gens bien. qui venaient de Ouais. toute la France et qui ont passé un chouette séjour. Ouais. Et nous aussi, c'était C'est bien. un bel échange. Oui, c'est un bel échange. Mhm. On va marquer une petite pause. On va aller du côté de Chaland pour un témoignage autour du poulet. Et c'est avec notre ami Jean-Pierre Bertrand de Boulle. Oui. Il faut reconnaître que le nord-ouest, là, le marais du marais breton-vendéen, a été et est toujours un lieu de production de volailles. Alors on parle toujours du canard de Chaland, mais il y avait aussi le poulet de Chaland. Et c'était j'allais dire peut-être la première économie de pratiquement toutes les familles qui résidaient dans ce secteur, puisque la vente de la volaille était réservée aux femmes, et c'était les femmes qui faisaient fonctionner le foyer avec cet argent-là. Donc elle avait intérêt à avoir une belle basse-cour, et puis que ça fonctionne. On va entendre Clovis Rotureau, et il va nous parler d'une époque vers 1925, où il, lui-même agriculteur, à Châteauneuf, envoyait ses poulets à la foire de Chaland. Alors on va l'entendre parler de la foire de Chaland avec des illustrations de ce qu'était la foire de Chaland Excellent. au début du 19e siècle. Donc on remonte le temps. Là, on remonte le temps. Oui. Eh ben, c'est parti pour un bond dans le temps. Les poulets, vous les vendiez, vous, non? Achat, oui. Autrefois, jusqu'en, mettons, 50, oui, 50, on mangeait que les estropiés. Oui. Tout ce qui était vendable. Donc vous partiez là, les vendre alors, avec une cage à roulettes, là, Non, on allait à Chaland avec la carriole, avec la carriole. le cheval puis la carriole. Vous alliez sur le marché au poulet, là, et puis... Alors c'était pareil, c'était en général, comment ça se passait, le marché des poulets? Il se passait de bonne heure le matin, le marché? Non, vers 9h. 9h, oui. Alors, les gens avaient le temps de se rendre, même en hiver, en D'accord, partant. Voilà. Et ça s'achetait, fallait acheter une place?
Comment ça se passait? On payait un droit d'entrée Ouais. sur un espace libre D'accord. qui se situait à l'époque, quand on payait tant. C'était à la cage ou c'était... Des cages. À la cage. À la cage. Tout le monde avait ses cages. Il y avait un fabricant de cages. Ouais, excellent. Oui, vous n'avez pas fait complètement attention, mais on n'envoyait à la vente que des volailles parfaites. Ouais. Tout ce qui était abîmé pour X raisons, On le gardait pour soi. on le gardait pour soi et c'était l'unique consommation familiale, Ouais. les volailles abîmées. En tout cas, on mange ce qu'on produit. Oui, oui. Ce qui n'est pas toujours le cas dans tous les élevages. D'ailleurs, à propos d'élevage, vous faites des vides sanitaires Oui, Ouais. alors en bio, on a une obligation de vide sanitaire sur les parcours de 7 semaines et sur les bâtiments de 15 jours. Et moi, je fais en plus un vide sanitaire hivernal. Ça veut dire qu'après mes volailles festives, j'ai une pause de vente. En fait, je reprends mes ventes que début avril. Donc, c'est-à-dire que je reprends des poussins au fur et à mesure. Donc, ça me fait des vides sanitaires sur mes bâtiments, des fois qui sont de 2 à 3 mois. Et comme je me suis installée juste après la crise de la grippe aviaire en 2022, du coup, j'ai monté en fait mon système en étant prudente sur la période hivernale parce que c'est quand même assez compliqué à vivre. Donc du coup, ça me permet d'avoir moins d'animaux à ce moment-là et puis de faire un vide aussi. Comme c'est saisonnier, ça revient tous les ans. Du coup, ça me permet d'avoir ce fonctionnement-là plutôt printemps, été, automne. En fait. D'accord. Ce qui permet d'échapper, parce qu'on sait que ce secteur est en souffrance. Cette Oui. grippe aviaire plane au-dessus. C'est ça. Mais votre plus grande satisfaction tous les jours Tous les jours, il y en a plusieurs, mais c'est déjà d'avoir créé mon entreprise et puis d'avoir aussi ce partage familial en fait avec mon conjoint, avec mes enfants et puis aussi avec mes parents. J'ai ma maman qui me fait des petites plumes et c'est vrai que on est tous dans le même bateau entre guillemets, mais ça permet de passer du temps. Plus de temps avec pas la de famille. Pas de regret. C'est un beau projet. On vous souhaite bon vent dans ce projet. Et puis, vous nous tenez au courant. Et puis, on va se dire à Bétou. Et puis, merci bien, les Jean-Pierre, à Bétou. À Bétou. À Bétou, côte-côte. À Chefret. À Chefret.